Le 25 août 1944, Paris tout juste libéré voyait le général allemand chargé de la réduire en cendres se retrouver captif de Leclerc, encerclé par une multitude de Parisiens déchaînés exigeant sa mort. Leclerc aurait pu le livrer à la vindicte populaire, l'exécuter séance tenante sans que quiconque ne le lui reproche. Pourtant, il opta pour l'inverse. Et la véritable interrogation demeure. Pourquoi un général français, dont la nation sortait de 4 années d'occupation nazie, a-t-il mis en péril sa propre renommée pour épargner l'adversaire qu'il avait terrassé? La plus belle cité du monde frôlait l'anéantissement, non dans un siècle ou une décennie, mais dans les heures à venir, avant que le crépuscule n'achève son œuvre. Cette décision inattendue d'un général français, prise dans une pièce enfumée au cœur du tumulte belliqueux, stupéfia tous ceux qui l'entouraient. Tout avait débuté en août 1944, dans une ville imprégnée de poudre et d'effroi. Sous les pavés parisiens, des explosifs réels étaient dissimulés avec minutie, fixés solidement, reliés par des câbles menant aux mains d'un unique individu. Les 136 ponts franchissant la Seine depuis des lustres étaient piégés. Le palais du Louvre, abritant des milliers de chefs-d'œuvre, se trouvait en danger. Les centrales électriques majeures, les installations de gaz, les réservoirs d'eau, tout était paré pour l'explosion. Au cœur de cette machination trônait un commandement direct d'Adolf Hitler, contresigné de sa main, relayé par téléphone et télégramme depuis son QG en Allemagne. L'instruction était claire: Paris ne doit pas échoir à l'ennemi. Si Paris tombe, Paris flambe. 2 millions d'âmes peuplaient cette métropole. Hommes, femmes, enfants qui vivaient, mangeaient, respiraient sous la menace occulte de ces charges. Nombre d'entre eux ignorèrent le péril, mais ceux qui en avaient connaissance tremblaient de terreur. Depuis le 7 août 1944, l'officier missionné pour appliquer cette directive se nommait Dietrich von Koltitz. Général de l'armée allemande, quinquagénaire, au visage rond et las, il traînait une aura glaçante. À Sébastopol, en Union soviétique, il avait suivi les instructions sans broncher. Bombardement, destruction, nivellement total. Les troupes allemandes le surnommaient en secret le destructeur. Ses chefs le tenaient pour un exécutant zélé. Hitler l'avait précisément désigné pour Paris, certain de son obéissance inconditionnelle. Von Koltitz était entré dans la capitale avec 20 000 soldats sous son commandement, 25 000 hommes armés déployés dans les casernes, les hôtels réquisitionnés en état-major, les artères urbaines. Tandis que la résistance française se rebellait, ses héros sortis des caves avec des fusils antédiluviens, Von Koltitz scrutait ses cartes et ses ordres, mais un malaise profond l'empêchait d'agir comme escompté. Hors les murs, un autre drame se nouait. Le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque progressait avec 16 000 hommes et 200 blindés. Sa deuxième division blindée fonçait sur Paris par les chemins empierrés de l'été hexagonal. Moteurs rugissants, chenilles broyant les graviers, les soldats moites dans leur tenue entonnaient des chants ou somnolaient dans les camions, imaginant la libération imminente. Leclerc n'était pas un officier ordinaire. Issu d'une antique lignée noble du Nord, il aurait pu se terrer durant le conflit à l'abri de son prestige et de sa fortune. Il avait choisi l'exil en 1940, après la capitulation française et la résignation générale. Il avait franchi la frontière à pied, quasi démuni, pour rallier de Gaulle à Londres. Il s'était battu en Afrique, dans les sables torrides, aux côtés de tirailleurs marocains, sénégalais, algériens. Il avait remporté des victoires improbables et se retrouvait désormais aux portes de Paris, le pouls accéléré. Mais un obstacle se dressait entre Leclerc et la capitale. Les généraux américains dirigeant les opérations depuis le débarquement de juin 1944 répugnaient à s'emparer de Paris dans l'immédiat. Pour eux, c'était un gouffre. 2 millions d'habitants à ravitailler, gérer, sécuriser, engloutissant ressources, temps et force. Eisenhower, commandant en chef allié, préconisait un contournement pour foncer droit sur l'Allemagne. Paris pouvait bien patienter, affirmait-il. Ses conseillers militaires partageaient pleinement cette opinion. Les cartes et les données chiffrées ne racontaient pas la même histoire. Leclerc, quant à lui, voyait les choses d'autrement. Pour lui, il ne s'agissait pas uniquement d'une affaire stratégique. C'était une question d'essentiel. Paris incarnait la France tout entière, bien plus qu'une simple métropole. Si la capitale périssait en flammes tandis que les troupes françaises stationnaient à quelques encablures, que deviendrait le sacrifice de tous ceux pour qui il s'était battu durant ces 4 années? Que resterait-il de l'engagement envers ces disparus dans le désert, les montagnes ou sur les plages? Leclerc interprétait ces cartes bien différemment de ses chefs américains. Là où il percevait un casse-tête logistique, il discernait une urgence humaine. Là où il comptabilisait des tonnes de ravitaillement et des distances à parcourir, il évaluait autre chose, absent des doctrines militaires, le moral, l'âme d'une nation. Et il était convaincu, avec une sérénité inébranlable, que si Paris s'embrasait, cette âme s'éteindrait avec elle.
Il l'avait déclaré à ses officiers en désignant la ville sur la carte du doigt. Nous y entrons, avec ou sans autorisation. Ce soir-là, à proximité de Paris, les soldats de la 2e division blindée observèrent le ciel. À l'horizon, une lueur orangée signalait incendie et affrontement dans les rues, la résistance qui résistait vaillamment. Quelque part au cœur de cette fournaise urbaine, un général allemand détenait entre ses mains le destin de millions d'âmes sans avoir encore déclenché la destruction. Nul ne comprenait encore pourquoi, ni ce qui surviendrait lorsque ces deux hommes, Leclerc et von Koltitz, se trouveraient enfin face à face dans une modeste salle de la gare Montparnasse. Nul ne se doutait qu'en quelques instants, Leclerc prendrait une décision qui étonnerait ses propres troupes, choquerait une fraction de la résistance et marquerait à jamais l'histoire de France. La réponse à la question qui vous a conduit jusqu'ici se dessinait peu à peu. Mais pour la saisir pleinement, il fallait d'abord retracer le parcours de ces deux figures et explorer les tourments intérieurs de von Koltitz durant ces interminables nuits d'août confronté à ses directives, ses charges explosives et sa propre conscience. Le 25 août 1944, Paris s'était éveillé sous un jour nouveau. Ce matin-là, les policiers avaient déserté leur commissariat pour rallier la résistance. Des armes, planquées depuis des mois sous les parquets ou derrière les cloisons, refaisaient surface. Des barricades surgissaient dans les artères, telles des champignons après l'averse, érigés avec des pavés arrachés, des meubles balancés des balcons, des véhicules culbutés. Après 4 ans de mutisme imposé, de regards fuyants et de paroles ravalées, la ville hurlait enfin sa rage. Mais les cris ne suffisaient pas. Von Koltitz disposait encore de 20 000 hommes, de blindés, de mitrailleuses, de pièces d'artillerie et surtout de ces explosifs branchés, prêts à tout faire sauter. La résistance combattait avec bravoure, mais fort peu d'équipement. Certains n'avaient qu'un chargeur, d'autres maniaient des fusils de chasse, bons pour le gibier. Les barricades résistaient sans qu'on sache pour combien de temps. Dans son quartier général, l'hôtel Meurice, au 228 rue de Rivoli, von Koltitz encaissait quotidiennement les coups de fil de Berlin. Les voix tonnaient, exaspérée, furibonde. Où en étaient les détonations? Pourquoi Paris tenait-elle encore? Hitler martelait son injonction comme un forgeron son enclume. Paris doit brûler, Paris doit brûler. Choué à rouler, d'aller manquer. Chaque jour, von Koltitz contemplait par sa fenêtre les boulevards, les édifices, les bassins, les gamins qui gambadaient malgré le chaos. Et au fond de lui, une force s'opposait, pas une simple compassion. Quelque chose de plus profond, plus ardu à définir. Peut-être la conviction que cet ordre n'avait aucune valeur tactique. Peut-être la crainte du verdict de l'histoire. Peut-être la fatigue d'un homme usé par trop de ruines semées. Le 22 août, Leclerc obtint enfin le feu vert espéré. Eisenhower avait modifié sa position, bousculé par les faits, par les bulletins indiquant que Paris bouillonnait de l'intérieur. La 2e DB pouvait progresser, investir la capitale. Leclerc n'avait pas attendu le dernier mot pour lancer ses instructions. Ses unités s'étaient ébranlées dans l'obscurité, fluide et discrète comme un torrent libéré d'un barrage. Le 25 août au soir, les premiers chars français déboulaient par le sud. À 14 heures précises, une cloche avait retenti. Notre-Dame retentit la première, suivie d'une autre, puis d'une troisième. Toutes les cloches de Paris carillonnaient à l'unisson pour la première fois en 4 ans. Les habitants entr'ouvraient leurs volets dans l'obscurité, les yeux humides, sans saisir d'abord le sens de ce vacarme. Puis la vérité les frappait et leurs sanglots redoublaient. Pourtant, le combat n'était pas terminé. Le 25 août 1944, dans une pièce de la gare Montparnasse, la tension était palpable. Von Koltitz y présidait, assis face à une table rustique. Son teint était cendreux, son regard las, son uniforme impeccable mais son esprit accablé. Autour de lui, des officiers français restaient figés debout, rigides dans un mutisme oppressant. L'atmosphère empestait la transpiration, la poussière et cette âcreté familière de l'instant décisif. Leclerc fit irruption, plus menu que dans les récits, élancé, inflexible, avec ce regard serein qui ne vacillait jamais. Il prit place en vis-à-vis de von Koltitz, muet un instant. Puis il étala les papiers sur la table. L'acte de capitulation, la remise officielle de la garnison allemande à Paris. Von Koltitz saisit le stylo. Sa main restait ferme. Il apposa sa signature. Paris était libre. Mais au dehors, la cité bouillonnait autrement. Des milliers de Parisiens s'amassaient. La rumeur s'était propagée à la vitesse de l'éclair, de balcon en balcon, de rue en rue. L'Allemand était là. Ce général, incarnant 4 années de terreur et d'opprobre, se trouvait à 2 pas. Les hurrahs se fondèrent dans les hurlements de rage. Des résistants armés tentaient de forcer l'entrée. Des voix exigeaient qu'on leur remette le captif. La multitude réclamait une vengeance instantanée, tumultueuse, sans jugement. C'est alors que Leclerc agit à la surprise générale. Il ordonna la sauvegarde de von Koltitz. Une garde française l'encercla. Des troupes formèrent un cordon protecteur. Von Koltitz fut exfiltré du local, à l'écart de la marée humaine, et conduit en lieu sûr. Nul ne l'effleura. La stupeur fut prompte.
Le colonel Henri Roll-Tanguy, chef des forces françaises intérieures à Paris, et les résistants surgis des pavés avec leurs fusils de chasse et revolvers clandestins observèrent la scène d'un œil glacial. Roll-Tanguy avait d'ailleurs tenu à cosigner l'armistice aux côtés de Leclerc pour honorer la résistance. Ce fossé entre militaires de métier et guérilleros était tangible, viscéral, et il explosait désormais pour ces hommes et femmes qui avaient frôlé la mort quotidiennement pendant des lustres. Contempler un général allemand sous escorte française rouvrait une plaie béante. Leclerc en avait conscience. Il n'était pas dupe. Il percevait les chuchotements, les œillades assassinatrices. Mais il tint bon, car pour lui, l'affaire n'était pas affaire de cœur. Elle était limpide, implacable comme une équation. Un officier capitulant devenait prisonnier de guerre, et ce statut imposait des droits, fussent-ils odieux, justement parce qu'il répugnait. Il y avait plus encore, une conviction intime que Leclerc n'exprima sans doute jamais, mais qui orientait son choix tel un compas en pleine tempête. Von Koltitz avait bravé Hitler. Paris demeurait intact, musée préservé, foule sauvée. Cet homme avait osé l'impensable. Et Leclerc, pour qui les faits primèrent les discours, mesurait pleinement l'enjeu. Restaient les faits irréfutables, éloquents par eux-mêmes, proprement stupéfiants, 136 ponts impeccables. Ces ouvrages de pierre et d'acier franchissant la Seine depuis des siècles tenaient toujours. Le pont Neuf, édifié en 1607, était debout. Le pont Alexandre III, flanqué de ses statues dorées étincelant au soleil couchant, était debout. Les explosifs avaient été minés, les câbles branchés, les détonateurs amorcés. Rien n'avait sauté. 0. 70 sites militaires stratégiques sabotables évités. Les centrales électriques vitales, les gazomètres, les citernes d'eau, les câbles télécoms. Tout intact. Le Louvre, gardien de 400 chefs-d'œuvre, la Vénus de Milo millénaire, toiles inestimables, était sauf. Notre-Dame, veillant sur la Seine 8 siècles durant, était debout. La tour Eiffel, jalousée par les sapeurs allemands, était debout. On avait mis Paris en perspective avec le destin d'autres capitales européennes pour bien saisir l'ampleur de l'événement. Varsovie, en Pologne, avait été rasée à 5% par les Allemands suite à l'insurrection de 1944, avec 85% de ses quartiers transformés en tas de ruines et de gravats. Rotterdam avait subi un bombardement en 1940 qui avait effacé son cœur de ville. Et Paris, intacte, vivante, préservée dans sa totalité. Une métropole entière avait traversé la nuit du 25 août sans même s'en douter pleinement. Les habitants s'étaient recouchés ou avaient tenté de trouver le sommeil tandis que leurs ponts et leurs édifices emblématiques frôlaient l'anéantissement définitif. Le 26 août au matin, lorsque le général de Gaulle défila sur les Champs-Élysées au milieu d'une marée humaine en liesse, il foulait une artère que von Koltitz aurait pu faire disparaître, mais qu'il avait épargnée et Leclerc y avait veillé. Les artères parisiennes ce jour-là offraient un spectacle qu'aucune image ne parvenait à saisir tout à fait. Des fleurs pleuvèrent des balcons, des pétales rouges et blancs cascadèrent doucement sur les blindés de la 2e division blindée. Des femmes escaladèrent les engins pour embrasser les libérateurs. Des aînés, figés sur les trottoirs, sanglotaient sans pouvoir esquisser un geste, accablés par une émotion trop vaste pour les pleurs. Des gamins slalomaient entre les jambes des grands, sans tout appréhender, mais percevant l'immensité du moment. L'atmosphère conservait encore l'âcreté de la poudre et la fumée d'incendies résiduels, mêlée aux parfums floraux et à cette senteur indéfinissable d'un peuple qui reprend haleine. Pourtant, au cœur de cette euphorie collective, le débat sur Leclerc ne faiblissait pas. Il s'amplifiait. Les critiques fusaient, et pas seulement de la part de jaloux ou d'ignorants. Venaient des survivants marqués au fer rouge, des résistants orphelins de frères, d'époux, de fils, tombés dans les sous-sols de la Gestapo, des familles ayant assisté à l'arrachage de leurs êtres chers vers des camps dont l'horreur se révélait à peine. Pour eux, l'égard prodigué à un officier allemand, sa protection face à la foule, son escorte attentionnée relevait d'une offense viscérale, quasi d'une déloyauté. Quelques hebdomadaires français, dans les numéros suivants, balancèrent la question sans phare. Pourquoi le ménager? Von Koltitz n'était pas exempt de fautes. Il avait œuvré au ravage en Union soviétique. Il avait dirigé des unités responsables de massacres civils. Il revêtait l'uniforme d'un régime dont les crimes émergeaient peu à peu à la lumière du monde. Une simple signature sur un acte de reddition n'effaçait rien. D'autres soutiens, issus cette fois des états-majors alliés, défendèrent l'attitude de Leclerc sous un angle distinct. Ils soulignaient que l'accueil réservé à von Koltitz n'était pas une faveur privée, mais une obligation tactique. Si les officiers allemands défiant les directives les plus fanatiques de Hitler pressentaient un lynchage inévitable, quelle incitation à résister, à contester, l'égard envers von Koltitz
diffusait un signal à tous les généraux teutons tenant encore d'autres cités européennes. Si vous renoncez à la destruction, on vous honorera comme un militaire, non comme un malfaiteur. Pragmatique, rationnel, guerrier en diable, cet argument tenait la route. Von Koltitz, durant sa détention ultérieure, évoqua lui-même l'instant dans la salle de la gare Montparnasse. Ses propos, consignés par divers témoins et intégrés à ses souvenirs posthumes, restaient d'une simplicité poignante. Il confia n'avoir jamais effacé de sa mémoire le regard de Leclerc, sans rancune ni dédain, un regard franc et serein qui saluait non un adversaire à piétiner, mais un combattant terrassé. Ce regard, plus que tout autre épisode de cette journée, l'avait ébranlé. Ce que von Koltitz tut, du moins en public, c'est jusqu'où sa résolution de préserver Paris avait été modelée par d'autres éléments que sa morale personnelle. Les spécialistes s'affrontent sur ce point depuis des lustres. Pour les uns, il avait perçu la défaite inéluctable et anticipé son sort d'après-guerre. Pour d'autres, il avait reçu des signaux subtils du consul suédois Raoul Nordling, avec qui il s'était entretenu en privé lors de ces heures décisives. La vérité fusionnait sans doute ces strates. Comme souvent pour les choix humains majeurs, un entrelac de motifs que nul ne démêle sans peine. Ce qui était sûr, en tout cas, c'est que la décision de Leclerc de protéger von Koltitz eut des répercussions bien au-delà de Paris dans les semaines suivantes, permettant la libération d'autres villes sans qu'elles soient rasées. Plusieurs officiers allemands optèrent pour la reddition plutôt que d'exécuter les directives les plus fanatiques de Hitler. On ne saura jamais précisément combien de cités, de monuments ou de vies ont été préservées, du moins en partie, grâce à cet exemple. Pourtant, cet exemple était bien réel, avec un nom, une date et un lieu exact. Gare Montparnasse, Paris, 25 août 1944, 15h30. Dietrich von Koltitz acheva la guerre à l'écart des sonneries triomphales de Paris. Après la capitulation allemande, il fut d'abord envoyé dans un camp de prisonniers en Angleterre, puis transféré aux États-Unis dans le Mississippi, loin du chaos européen, loin des ultimes combats qui faisaient rage dans les forêts allemandes et le long des rives du Rhin. Tandis que des millions d'hommes périssaient encore, tandis que des villes entières s'effaçaient sous les bombardements, von Koltitz survivait dans un camp ordonné, alimenté avec régularité et respectant les conventions de la guerre. Ces mêmes conventions que Leclerc avait décidé d'honorer ce jour-là à la gare Montparnasse lui assuraient n'aura désormais une vie sereine et à l'abri. Cette ironie recelait une profondeur que von Koltitz ne pouvait balayer d'un revers de main. En mai 1945, l'Allemagne se rendit à son tour. La guerre en Europe s'achevait. 50 millions de morts, des continents dévastés, un monde contraint de se rebâtir sur des décombres gigantesques et des interrogations sans réponse simple. Von Koltitz fut relâché en 1947 et regagna une Allemagne fracassée, des villes que d'autres généraux avaient méthodiquement anéanties en suivant les ordres à la lettre. Il se lança dans l'écriture. Ses mémoires sortirent en 1950 en allemand avant d'être traduits en diverses langues. Dans ces lignes, il façonnait une image léchée de lui-même, l'homme qui avait préservé Paris, l'officier opposé aux ordres criminels de Hitler, l'Allemand guidé par sa conscience. Le livre rencontra un écho, suscita des débats, fut applaudi dans certains milieux. Des reporters l'interviewèrent chez lui, à Baden-Baden, en Allemagne du Sud, où il coulait des jours paisibles auprès des siens. On le saisit en photo dans son jardin, âgé et apaisé, tel un homme réconcilié avec son passé. Mais les historiens ne se sont jamais pleinement accommodés de cette narration. Au fil des décennies, les archives militaires allemandes s'ouvrirent, furent scrutées et recoupées avec d'autres sources. Elles révélaient un von Koltitz tout autre que celui des mémoires. Un officier impliqué dans les ravages massifs en Union soviétique, un chef dont les unités avaient perpétré de graves exactions contre des civils dans plusieurs pays. Ces éléments étaient absents de son ouvrage. Ils existaient néanmoins, et les historiens formulèrent la question que bien peu avaient osé poser ouvertement dans les premières années d'après-guerre. Von Koltitz avait-il agi à Paris par pure conviction morale, ou avait-il simplement jugé en août 1944 que la défaite était inéluctable, que Berlin ne pouvait plus le soutenir, et que raser Paris lui vaudrait tout perdre sans aucun gain? La réponse précise gît dans des recoins inaccessibles, au fond de l'esprit d'un homme disparu en novembre 1966 à 71 ans, dans un hôpital de Baden-Baden. Ses pensées ne ressurgiront pas.
Ce que les documents et témoignages actuels permettent d'affirmer, c'est que la vérité se situait sans doute entre les extrêmes. Ni le héros immaculé qu'il se dépeignait, ni le monstre que d'aucuns souhaitaient y voir. Un individu banal, tissé de faiblesse et d'éclats de bravoure, qui avait pris une résolution cruciale lors d'une nuit d'août et qui avait employé le reste de son existence à lui conférer un sens. Philippe Leclerc, de son côté, n'assista pas à l'émergence de cette controverse. Le 28 novembre 1947, il disparaissait, il avait 45 ans. Son avion s'était abîmé dans une tempête de sable au-dessus du Sahara algérien, non loin de Colombéchar. D'autres officiers et voyageurs périrent avec lui. La nouvelle frappa la France comme un coup inimaginable. Non une mort au front, non une fin glorieuse face à l'adversaire, mais un crash absurde dans ce désert qu'il maîtrisait si bien. Ce désert africain où sa guerre avait débuté des années auparavant, avec presque rien. L'Afrique l'avait propulsé en héros. Elle l'avait rappelé dans le mutisme. En 1952, 5 ans après sa disparition, la France lui décerna à titre posthume le titre de maréchal de France, le plus haut grade de son armée. Son nom s'inscrivit sur des artères, des places, des écoles, des baraquements. À Paris, à seulement quelques centaines de mètres de la gare Montparnasse, où tout s'est déroulé, une vaste artère arbore désormais son nom. Les visiteurs défilent devant la plaque sans toujours en connaître le titulaire. Pourtant, cette plaque existe bel et bien. L'héritage de cette affaire dépasse largement les honneurs urbanistiques ou les titres militaires. Leclerc n'a jamais jugé nécessaire de justifier sa décision. Il l'avait prise, point final. Comme tous ceux qui ont traversé des instants extrêmes, il comprenait que les principes qu'on suit seulement par commodité ne valent rien. Ils ne se révèlent que dans les circonstances où tout incite à les ignorer. Ce 25 août 1944, dans cette modeste pièce de la gare Montparnasse, entouré d'une cité en pleurs et en furie, Leclerc avait opté pour ce qu'il aspirait à être. Non pour ce que la multitude exigeait, ni pour ce que la rancune permettait, mais pour ce qu'il avait résolu d'incarner avant même le début du conflit. Le véritable cran ne réside pas toujours dans la furia d'une charge de cavalerie ou l'attaque d'un bastion adverse. Il peut prendre l'apparence d'une garde d'honneur protégeant un captif honni ou d'un coup d'œil serein jeté sur un adversaire terrassé dans une salle étouffante de fumée. Paris demeure intact, ses ponts franchissent encore la Seine, ses musées veillent toujours sur leurs joyaux, ses boulevards conservent les patronymes de ceux qui, aux heures les plus sombres, ont su demeurer fidèles à leur essence. Et au cœur de cette métropole bouillonnante, sous cette clarté singulière des fins d'été qui enveloppent la ville, subsiste sans doute la réplique à l'interrogation que Leclerc formulait en silence. La manière dont vous gérez votre triomphe révèle l'individu que vous êtes profondément. Non pas vos actes dans la faiblesse ou l'impuissance, mais ceux accomplis dans la force, quand rien ne vous entrave. C'est cette leçon que Paris perpétue en sa mémoire pour qui sait tendre l'oreille.